Le climat a toujours changé. La Terre s'est plusieurs fois transformée en boule de glace et elle a aussi connu des périodes où il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Mais si le climat a toujours changé, comment sait-on que c'est l'humain qui le change aujourd'hui ? Dans cet épisode, nous allons plonger dans les climats du passé pour comprendre quels sont les paramètres qui l'influent. On verra qu'il y a des leçons à tirer de cette longue évolution pour comprendre le changement climatique actuel, mais aussi futur. Pour explorer ce sujet, je reçois Arnaud Lemestre. Il est géologue de formation et médiateur scientifique depuis plus de 20 ans. Les climats du passé, c'est le thème de ce nouvel épisode d'Échanges climatiques. Bonjour Arnaud Lemestre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien, je suis géologue de formation et je travaille au Palais des Découvertes dans l'unité géosciences que je dirige. Donc, je dirige une petite équipe. Et le but pour moi, mon travail consiste à diffuser l'information scientifique sur tout ce qui concerne la géologie, l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie sur Terre, les phénomènes climatiques, la tectonique des plaques. Donc, on a un ensemble de thématiques très, très diversifiées. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la paléoclimatologie ? Alors, la paléoclimatologie, c'est l'étude des climats du passé qui se sont succédés sur Terre depuis 4,5 milliards d'années. Donc, connaître les climats les plus anciens, des premiers milliards d'années jusqu'aux changements climatiques récents. Et donc, c'est une étude assez pluridisciplinaire, je crois. Et ça mêle beaucoup de champs de recherche différents. Oui, une quantité phénoménale de champs de recherche qui vont s'interpénétrer pour comprendre un peu mieux l'évolution climatique. Donc, on peut avoir les géologues, des géochimistes, des glaciologues, des océanographes, des sédimentologues, des palynologistes, etc. Palynologie, c'est l'étude des pollens, c'est ça, peut-être qu'on y reviendra. Voilà. À quoi ça sert de connaître les climats du passé ? D'un point de vue purement scientifique, c'est un peu comprendre un peu l'évolution de la Terre au sens général. Les phénomènes qui se sont produits sur Terre, l'homme est toujours intéressé par savoir ce qui s'est passé depuis les origines. La question des origines est très importante. Donc remonter dans le temps, ça imprègne beaucoup la psyché humaine. Donc déjà, cette connaissance de ce qui s'est passé autrefois est très intéressante. Et d'autre part, l'étude des climats du passé, ça permet également de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en discriminant les phénomènes naturels qui expliquent l'évolution climatique passée, ça permet de comprendre si aujourd'hui l'évolution naturelle a des conséquences, joue sur le changement climatique actuel. Et donc on reviendra abondamment sur cette notion. Jusqu'à quand on a une image assez nette des climats du passé ? Alors, si on veut être vraiment précis, les représentations les plus fiables, enfin, on va dire les moins problématiques, remontent aux 500 derniers millions d'années. C'est-à-dire 500 à 600 derniers millions d'années, on a une vision relativement claire de ce qui se passe, même s'il y a de grandes questions qui sont encore posées. Par contre, on a également des informations climatiques qui remontent à beaucoup plus loin, pratiquement 2,5 milliards d'années. Mais là, il y a encore énormément de discussions par rapport à ces représentations. Donc, on va parler de comment on arrive à reconstruire ces climats du passé, alors même qu'il n'y avait pas de thermomètre, alors même qu'il n'y avait pas d'être humain. Est-ce que tu peux nous faire un panorama de ces, je crois qu'on appelle ça des proxys, qui permettent de retrouver un peu la teneur en CO2 de l'atmosphère, la température, etc. Oui, parce que ça, c'est un argument qui est souvent utilisé en disant, l'argument, c'est de dire comment voulez-vous qu'on reconstitue la température de l'histoire de la Terre, puisqu'on n'a pas de thermomètre. Des thermomètres au sens objet technologique. Mais il y a des techniques indirectes qui permettent de remonter à ces reconstitutions, à ces températures, notamment. Donc les proxys, c'est un ensemble de données indirectes qui vont, en les faisant converger, en les utilisant, en les accumulant, ces proxys vont permettre de reconstituer de manière relativement fiable cette évolution. Par exemple, on a, déjà d'un point de vue géologique, on a l'étude des sédiments fossiles. Donc les sédiments qui sont enregistrés dans l'histoire de la Terre, par exemple, si on retrouve des sédiments rouges caractéristiques d'une zone tropicale, on saura qu'on n'est pas dans une zone froide. On a tout ce qui concerne les fossiles, que ce soit les microfossiles, les macrofossiles, des organisations de faune de mer chaude, par exemple. Si on a, par exemple, des crocodiles fossilisés dans une région, on sait que c'est relativement rattaché à des climats tropicaux. On étudie des microfossiles également dans les océans.
On a la palynologie, on en parlait tout à l'heure, qui consiste à partir des données liées au pollen fossile, à reconstituer un couvert végétal qui est typique d'un environnement naturel lié à un climat particulier. Par exemple, on peut retrouver, je crois que c'était des graminées dans la Loire, et aujourd'hui, c'est des choses qu'on retrouve par exemple dans les toundras beaucoup plus au nord. Par exemple, on peut en déduire qu'il y avait une toundra ici, il y a... Tout à fait, oui. On a, alors, pas seulement les pollens fossiles, mais également des fossiles de plantes. Par exemple, en Antarctique, on sait qu'il y a on va dire une cinquantaine de millions d'années, on est dans un environnement tempéré puisqu'on a retrouvé des forêts fossilisées. Donc en plus, si on associe les pollens, on aura une information plus précise. Pour, par exemple, reconstituer la composition, la concentration en CO2, il y a une technique qui est aussi utilisée, c'est l'étude des stomates des feuilles, qui correspondent à des structures qui permettent les échanges gazeux dans l'atmosphère. Et on a remarqué que selon le nombre de stomates qui sont présentes dans les formes végétaux fossiles, on est capable de reconstituer, de remonter la concentration en CO2. Donc ça, c'est un autre exemple au niveau des vestiges fossiles. Et puis, il y a une chose très importante, c'est l'étude géochimique des sédiments et des microfossiles qui permettent, avec des fonctions de transfert, remonter par exemple à la température des océans des différentes époques que l'on étudie, ou bien même de l'atmosphère d'une époque glaciaire, par exemple. Donc on va étudier, par exemple, l'analyse géochimique des coquilles, des éléments contenus dans les coquilles des microfossiles marins, ce qu'on appelle par exemple les foraminifères, ou alors on va étudier la géochimie de la glace présente dans les zones polaires, qui permettent de remonter plusieurs centaines de milliers d'années en arrière. Donc ça, c'est les carottes glaciaires, c'est ça ? Ah, c'est les carottes glaciaires. Et est-ce que tu peux peut-être, si tu veux bien, rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on trouve dans ces carottes glaciaires qui nous permettent de comprendre ce qui se passait dans le passé exactement ? Alors que ce soit pour les carottes glaciaires, enfin l'eau contenue dans les carottes glaciaires, ou bien la constitution par exemple des petites coquilles des foraminifères marins, on est capable, en étudiant l'analyse des isotopes, par exemple de l'oxygène ou de l'hydrogène présent dans ces glaces ou dans ces coquilles. Alors les isotopes, ce sont des atomes qui contiennent un nombre plus ou moins important de neutrons. Et selon le cycle, selon la présence d'isotopes plus ou moins lourds ou plus ou moins légers dans les coquilles ou dans les glaces, on va pouvoir remonter à la température soit de l'océan de l'époque, soit de l'atmosphère dans laquelle la glace s'est formée. Donc là, le flocon de neige s'est formé. Donc ce sont des moyens qui ont été élaborés ce sont des techniques qui ont été élaborées dans les années 80, qui sont extrêmement puissantes, puisqu'on est capable vraiment d'avoir une indication de l'évolution climatique à partir de ces relevés géochimiques. Et on parle aussi parfois des anneaux des arbres, des coraux. Est-ce que ça, tu peux nous dire 2-3 trucs de choses ? Alors pareil, les anneaux des arbres, donc ça correspond à ce qu'on appelle la dendrochronologie. Donc là, ça permet de remonter un petit peu moins loin. Enfin, ça veut dire à partir des principes phénologiques, c'est-à-dire le cycle de croissance d'un arbre, selon ses caractéristiques. Si c'est un arbre qui pousse plutôt dans les endroits tempérés, secs ou humides, on va pouvoir étalonner les phases de croissance qui correspondent à un maximum de croissance. Si on a des anneaux qui sont relativement épais, donc on sait que c'est une phase, par exemple, de croissance importante. Et donc, si on retrouve des équivalents végétaux de ces arbres dans le passé, on pourra mettre en corrélation un cycle saisonnier du passé par rapport à celui actuel. Pour les coraux, on va utiliser... Alors, les coraux, ils vont être utilisés, dans plusieurs techniques. C'est-à-dire que à la fois, les coraux vont être super importants pour comprendre un petit peu quel niveau marin était atteint durant les périodes glaciaires. Par exemple, si on a des étagements de coraux qui sont beaucoup plus bas que ceux d'aujourd'hui, si on retrouve des terrasses coralliennes à des profondeurs marines de 10, 20 ou 30 mètres, on saura que comme le corail, c'est un organisme qui affleure qui est dans les 5 premiers mètres. Voilà, ça veut dire que le niveau de la mer était beaucoup plus bas à l'époque. Donc ça permet, on trace par exemple dans le monde entier des étagements de faune corallienne qui montrent la succession, enfin l'augmentation du niveau de la mer depuis par exemple la dernière déglaciation. Depuis la dernière glaciation plutôt.
pendant la déglaciation. Et puis, dans la composition chimique des coraux, on va utiliser, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, l'analyse du carbone, de l'oxygène et des isotopes présents dans les structures coralliennes pour comprendre un peu la variation de la température du milieu marin. Et puis, il y a un exemple moi, que je trouve rigolo, c'est par exemple sur les grottes de Gosquer qui sont aujourd'hui à côté de Marseille, des grottes qui étaient habitées il y a 20 000 ans, où on trouve par exemple des peintures de pingouins. Donc on savait qu'il y avait de la glace ou une banquise à cet endroit-là il y a 20 000 ans par exemple. Ce qu'on sait, oui, c'est que le climat était beaucoup plus froid, surtout que le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Alors là, on a une représentation carrément pas anthropomorphique, mais liée à l'action de l'homme au niveau de la peinture, qui permet d'avoir une indication directe de la faune qui existait à l'époque et donc forcément du climat qui existait. Si on voit des pingouins, forcément, on ne se situe pas dans la zone équatoriale, qu'en forêt tropicale. Donc c'était quelque chose qui était absolument... C'est la première fois qu'on voyait des pingouins dessinés sur des parois rupestres. Et donc j'imagine que tous ces proxys se recoupent, les données confirment peut-être ce que d'autres proxys disent, et c'est comme ça qu'on... Voilà, mais c'est un travail de très très longue haleine, avec des techniques qui ont été élaborées depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, pour les relevés sédimentologiques ou géologiques, par exemple, ou paléontologiques. Et on fait converger tous ces ensembles de données avec des équipes différentes qui travaillent sur ces informations pour réduire au maximum l'incertitude sur l'évolution du climat. Donc en fait, on encadre à partir des proxys l'amplitude de l'incertitude en fait. Et donc on arrive à savoir qu'il y a eu des changements climatiques majeurs dans le passé. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands paramètres qui contrôlent le climat ? Alors, ce qui est compliqué dans l'histoire du climat et savoir reconstituer l'histoire du climat, c'est qu'on va avoir une imbrication extrême des paramètres naturels qui fonctionnent sur toutes les échelles de temps. C'est un peu comme un orchestre dans lequel on a une note, une mélodie de base, à partir de laquelle les instruments vont pouvoir agir et favoriser un aspect beaucoup plus structuré en fait. Alors d'abord, ce qui contrôle le climat de la Terre, c'est la quantité d'énergie qui nous vient du Soleil. Donc ça, à l'échelle de milliards d'années, on sait que le Soleil était beaucoup moins actif lorsque le système solaire s'est formé, à peu près 30% de moins qu'aujourd'hui, et que chaque milliard d'années, l'énergie solaire envoyée dans le système solaire augmente de 7% par milliard d'années. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça, parce que ça va être très important pour comprendre notamment les glaciations anciennes, les plus anciennes. Donc ça, c'est le facteur très important qui agit à l'échelle du milliard d'années. Ensuite, on a des facteurs qui agissent plus sur l'ordre de millions d'années, la dizaine de millions d'années, voire la centaine de millions d'années. Et là, ce sont des processus plus géologiques, qui, par exemple, sont liés à la tectonique des plaques, au mouvement des continents. Les continents vont être très importants. La dynamique des continents va être très importante pour expliquer la circulation générale de l'atmosphère et des océans dans le passé, ainsi que les échanges gazeux, la quantité de CO2 qui va être induite par cette géologie. Donc la position des continents, la tectonique des plaques qui agit sur l'échelle du million d'années, la formation des chaînes de montagnes qui vont être un puissant facteur d'absorption de CO2 atmosphérique. Donc ça, ce sont des choses qui s'effectuent sur le très très long terme. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, détailler le mécanisme, parce que c'est un peu contre-intuitif de savoir que la position des continents, la forme, s'ils sont, influent sur le climat. Donc tu disais que le CO2, les gaz à effet de serre, le cycle du carbone était vachement lié aux montagnes, par exemple. Comment ça se passe ? C'est vrai que les cycles biogéochimiques vont être très très liés à la dynamique de la Terre, et aussi de la vie, on va voir peut-être après. Par exemple, lorsqu'on est en période glaciaire, on va dire depuis 500 millions d'années, les grandes périodes glaciaires, ce qui n'est pas forcément le cas avant, sont liés au fait qu'on ait des continents qui soient positionnés en zone polaire. Et si on positionne des continents en zone polaire, on peut stocker de la neige
qui va être à l'origine de la formation de grands glaciers, qui vont eux-mêmes pouvoir réfléchir avec leur surface blanche une quantité plus importante de rayonnement solaire. Donc ça va entraîner un refroidissement de la Terre, ce qui va également modifier la circulation océanique, qui va faire refroidir donc la température des océans, qui font que les océans vont pouvoir absorber plus de CO2, donc faire diminuer le CO2 atmosphérique. Donc comme ça, on a un enchaînement en cascade de phénomènes qui sont liés les uns aux autres et qui aboutissent à des modifications de la quantité de CO2. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la formation des chaînes de montagnes, surtout dans les zones tropicales. Donc en zone tropicale, les grandes chaînes de montagnes qui se forment se font lessiver par des quantités de précipitations importantes. Et ces précipitations, lorsqu'elles dissolvent une partie du CO2 atmosphérique, permettent d'altérer, dégrader des minéraux qui se transforment en d'autres minéraux. Et dans ces réactions chimiques, on a le CO2 qui rentre en jeu puisqu'il est présent dans les gouttes d'eau acides, légèrement acides. Et donc le CO2 va être purgé de l'atmosphère. Et dans ces réactions, donc une quantité phénoménale de CO2, de gaz carbonique, dioxyde de carbone disparaît à l'échelle des millions d'années. Donc c'est des quantités phénoménales de milliards et de milliards de tonnes qui disparaissent de l'atmosphère sur les millions d'années. C'est un puits de carbone. C'est un puits de carbone très très important, aux grandes échelles de temps. Ouais. Et ça, c'est également associé à la mise en place de périodes glaciaires depuis 500 millions d'années. Il y a d'autres phénomènes aussi qui rentrent en jeu, c'est l'enfouissement de la matière organique. Par exemple, si on a du carbone organique lessivé dans les chaînes de montagne par les torrents, etc., si ce carbone se retrouve enfoui en profondeur, par exemple dans les océans, dans les mers, dans les lacs, ce carbone n'est plus en contact avec l'oxygène de l'océan ou de l'atmosphère. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'oxydation du carbone et donc il y a moins de CO2 émis par ces cycles biogéochimiques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la matière organique, c'est lié à la production végétale, etc. Donc la production végétale qui va elle-même stocker du carbone, qui va être enfoui. Donc on voit qu'il y a aussi un rapport avec la biologie. C'est-à-dire que la biologie contrôle elle aussi la quantité de CO2 atmosphérique. Dans les grands cycles biogéochimiques. Oui, la vie capte aussi du carbone. Et c'est marrant parce que ces deux techniques, là, l'altération et la biomasse, c'est aussi des techniques qu'on retrouve en géo-ingénierie ou alors en captation du carbone, notamment les solutions fondées sur la nature, où on dit qu'avec l'olivine, on va pouvoir brasser du CO2. Donc voilà, donc on a parlé de la tectonique des plaques. Il y a quoi d'autre qui contrôle un climat ? Quel autre facteur ? À grande échelle de temps. Alors, il y a aussi quelque chose de très important. Alors, dans le détail, on s'est rendu compte que pour favoriser les périodes froides sur Terre, donc les périodes glaciaires, avec la tectonique des plaques, il fallait absolument que la tectonique des plaques positionne les continents avec un isolement des zones englacées. Par exemple, jusqu'à une quarantaine de millions d'années, l'Antarctique était rattaché à la péninsule l'Amérique du Sud. Et depuis 40 millions d'années, il y a eu rupture de ce lien entre Antarctique et Amérique du Sud, et ce qui a ouvert le détroit de Drake. On appelle ça donc le détroit de Drake. Et donc ça a provoqué la formation du courant circumpolaire, donc ce qu'on appelle les 40e rugissants ou les 50e hurlants aujourd'hui, qui a permis d'isoler ce frigo froid antarctique qui s'est couvert de glace depuis une trentaine de millions d'années. Donc la circulation océanique, le transfert d'eau chaude depuis les zones tropicales vers le nord est aussi lié à l'évolution climatique. C'est-à-dire que si on coupe ce transfert, on peut permettre un englacement et un refroidissement du globe. A contrario, par exemple, depuis 2 800 000 ans à peu près, on a un englacement du Groenland qui est beaucoup plus tardif que celui de l'Antarctique, qui a eu lieu donc depuis une trentaine de millions d'années. Et cet englacement du Groenland, il est probablement lié à la fermeture de l'isthme de Panama, entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et ce qui a entraîné la formation de la dynamique du Gulf Stream, des courants d'eau chaude qui sont remontés vers le nord. Et cet apport d'humidité des tropiques a probablement, dans un cadre de refroidissement global du climat, à l'époque, a permis de favoriser des chutes de neige très très importantes
à la fois au Groenland, puis sur l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. D'accord. Pour provoquer la formation des grandes inland seas, des grandes calottes glaciaires typiques de la dernière ère glaciaire. Et un autre marqueur du climat, c'est aussi le volcanisme. Alors, le volcanisme, il intervient à plusieurs échelles de temps. Sur les longues échelles de temps, par exemple en période de fracturation continentale, ce qu'on appelle période de rifting. Quand les continents se séparent. Voilà. Et il y a une mise en place de quantités phénoménales de basalte qui peuvent également être à l'origine de refroidissement climatique liés à l'altération de ces roches, de ces minéraux présents, des minéraux présents dans les basaltes. Donc ça peut être aussi à l'origine d'un puits de carbone extrêmement important. Donc on a la formation des chaînes de montagnes, mais aussi l'altération des minéraux présents dans les basaltes liés au rifting des continents. Mais les crises volcaniques peuvent aussi agir à plus courte échelle de temps. Par exemple, on s'en rend compte lorsqu'on a une éruption volcanique explosive qui agit sur le climat sur quelques années. Par exemple, l'éruption du Pinatubo dans les années 91, en 1991, en juin 91, a favorisé une baisse de la température moyenne du globe de quelques dixièmes de degrés, parce que ces éruptions explosives envoient dans l'atmosphère des particules qui contiennent du soufre, qui se mélangent avec l'eau de l'atmosphère pour provoquer des gouttelettes d'acide sulfurique. Et ces gouttelettes d'acide sulfurique forment un espèce d'écran parasol qui renvoie la lumière solaire. Donc en fait, on a un déficit d'énergie solaire pendant ces périodes d'activité volcanique explosive importante. Il faut que ce soit une explosion suffisamment importante qui atteigne la stratosphère. Ouais. Et donc, on observe comme ça sur quelques années des phases de refroidissement. Et en intermédiaire, entre l'aspect rifting et l'aspect purement explosif sur le court terme, on a ce qu'on appelle aussi des super-éruptions qui sont extrêmement rares. Mais dans le passé, on a la preuve, on a des modélisations qui indiquent que lors de phénomènes de super-éruptions explosives, comme le Toba il y a 75 000 ans, comme Yellowstone il y a 600 000 ans, eh bien, l'injection de quantités phénoménales de gaz qui contiennent du soufre dans l'atmosphère peut refroidir le climat, par contre, sur plusieurs millénaires, et probablement avec une échelle de plusieurs degrés, typique, par exemple, d'une entrée en ère glaciaire. Donc ça, c'est très discuté, mais on a toutes les échelles de temps liées au volcanisme, en fait. Mais à long terme, les volcans émettent quand même du CO2. Donc à long terme, il y a aussi un effet réchauffant, non ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est... Alors, on estime... Alors, que ce soit les éruptions volcaniques ou l'aspect purement relargage de CO2 lié aux conditions géologiques, aux phénomènes géologiques, on a aussi du métamorphisme qui renvoie du CO2 dans l'atmosphère. Actuellement, on estime que le flux de CO2, c'est 400 millions de tonnes par an. Donc en fait, c'est dans un flux moyen, dans un bruit de fond moyen, c'est pas grand-chose par rapport aux échanges gazeux qu'on peut avoir, notamment avec l'action de l'homme. Enfin, le rejet, par exemple, aujourd'hui, en gaz à effet de serre liés au phénomène anthropique, c'est beaucoup plus important. Mais actuellement, le rejet... Dans le passé, c'est plus difficile à estimer. Mais en ce moment, le rejet de CO2 moyen par an, c'est autour de 400 millions de tonnes. Ouais, sur 40 milliards de tonnes de CO2. Oui, c'est ça. Et à un peu plus court terme, il y a aussi les cycles de Milankovitch qui ont pas mal influencé le climat sur des derniers millions d'années, peut-être ? Alors voilà, les cycles de Milankovitch vont faire intervenir des variations climatiques à l'échelle de, on va dire, pour simplifier, de 10 000 à 100 000 ans. Okay. Donc, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, les grands cycles biogéochimiques liés à la géologie en général, aux grandes éruptions volcaniques type rifting, la formation des chaînes de montagnes, c'est de l'ordre du million, dizaines de millions, voire centaines de millions d'années maximum. Mais là, avec Milankovitch, on arrive dans un cycle qui est largement moins long, donc l'échelle de 10 000 à 100 000 ans. Et ces échelles correspondent à une variation de l'énergie reçue par la Terre lorsqu'elle se déplace autour du Soleil avec les modifications de l'orbite terrestre. Donc c'est soit la modification de la forme de l'orbite, c'est-à-dire la forme de l'ellipse que la Terre décrit autour du Soleil, soit les variations d'inclinaison de son axe, soit les variations de ce qu'on appelle la toupie, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui fait que la Terre possède un mouvement un peu en toupie de l'ordre de 26 000 ans.
Et à plus court terme, il y a des phénomènes aussi comme El Niño, par exemple, qui influent sur le climat. Alors là, on rentre dans les cycles d'oscillation qui sont plutôt liés à des échelles de temps de l'ordre du siècle, enfin de la décennie, du siècle et du millénaire. Et là, ce sont des échanges strictement internes au système terrestre, entre l'océan et l'atmosphère, qui font que parfois on a un relargage plus important d'énergie dans le système climatique. Donc El Niño, ça c'est un exemple assez à l'échelle humaine qu'on a enregistré cette année en 2023-2024, où on a eu un réchauffement extrêmement important des océans mondiaux et de l'atmosphère terrestre. On a battu tous les records. Mais ces oscillations naturelles entre océan et atmosphère peuvent intervenir sur des échelles de temps plus longues. Par exemple, en période glaciaire, dans les derniers millions d'années, on a enregistré des variations assez brutales liées à la modification de la circulation océanique. Parce que lorsqu'on a une inflation de volume de glace au niveau des zones continentales, par exemple au Canada, en Amérique du Nord ou en Scandinavie, il y a 50 000 ou 60 000 ans, on a des icebergs qui débâclent dans l'océan Atlantique. Et lorsque ces icebergs énormes fondent, eh bien, ça favorise une structuration d'eau douce. L'eau douce, en fait, se répand dans l'océan Atlantique et ça empêche la circulation océanique naturelle de se faire. Donc, en fait, on bloque ce tapis roulant océanique qu'on appelle la circulation thermohaline qui apporte de la chaleur dans les zones plus nordiques. Et ça peut faire varier le climat de manière très brutale, notamment dans tout l'Atlantique Nord, de plusieurs degrés en l'espace de quelques décennies. Donc non seulement il fait froid, mais en plus on peut avoir encore plus un pic de froid qui va s'installer sur quelques siècles, jusqu'à la remise à l'équilibre du système. Et c'est un peu ce phénomène aussi de fonte des glaces qui menace aujourd'hui la MOC de s'arrêter. Enfin... Donc la MOC, c'est ça, c'est la circulation de retournement de l'Atlantique. Alors il y a beaucoup de publications qui ont eu lieu ces derniers mois, parfois même des publications qui étaient extrêmement alarmistes, qui annonceraient un effondrement de cette dynamique dans les prochaines décennies. Mais bon, il faut avouer que pour l'instant, on n'a pas encore assez de données pour affirmer si ça va vraiment se passer ou pas. En tout cas, c'est dans un monde qui se réchauffe. Donc, de toute façon, ça continuera à se réchauffer, même si, localement, on pourra avoir soit une diminution de cette amplitude du réchauffement dans l'hémisphère nord, soit, mais pour l'instant, c'est relativement peu probable, un refroidissement marqué de la zone Atlantique Nord, Europe du Nord. Donc, on a dit qu'on avait peu de visibilité sur les 2-3 premiers milliards d'années de la Terre. Qu'est-ce qu'on peut néanmoins dire du climat de cette époque ? Alors, on a peu d'informations parce qu'en fait, on est très myope. Plus on recule dans le passé, moins les données géochimiques sont fiables. Ce qu'on sait, c'est que, donc on va dire, dans les 2 premiers milliards d'années, on a très très peu d'informations sur le climat de la Terre. On connaît à peu près la formation des atmosphères primitives sur Terre. On a des modèles explicatifs relativement fiables. Oui, tu me disais quand on préparait cet épisode, c'est des modèles. Là, on n'est plus dans les proxys. On n'a pas de traces. Alors, on peut avoir des traces, notamment, par exemple, pour savoir depuis quand il y a de l'eau sur Terre, de l'eau liquide. On a des marqueurs géochimiques, notamment dans les minéraux les plus anciens qu'on retrouve sur Terre. Par exemple, on a des minéraux australiens à 4 milliards 400 millions d'années qui présentent des traces d'hydratation. Donc ça prouve qu'à ce moment-là, on a eu bien contact entre ces minéraux primitifs, de roches de la croûte primitive, et puis d'eau liquide. Donc ça, on a des marqueurs indirects. Mais c'est vraiment très, très fragmentaire. Et surtout, on a relativement peu de roches qui datent d'avant 3 milliards d'années. Il en existe, mais vraiment dans des zones relativement restreintes. Donc c'est difficile d'avoir une représentation globale de ce qui se passe à l'époque. Mais on a quand même des marqueurs. Par exemple, il y a 2 milliards 400 millions d'années, on sait que la Terre est rentrée dans une période froide qu'on appelle la glaciation huronienne, qui en fait s'est étalée entre 2 milliards 4 et 2 milliards 2, et qui est accompagnée dans certaines zones de marqueurs de glaciation, par exemple des moraines fossiles. Des moraines fossiles. Il faut expliquer ce que c'est, je pense, une moraine. Les moraines, ce sont lorsque des glaciers se mettent à avancer dans les zones de montagne, ou même dans les zones
hors montagne, ils vont raboter, écraser tout ce qui se situe à l'avant et dans le substratum, et donc fabriquer une espèce de mélange de roches broyées avec des éléments anguleux, des éléments de toutes sortes, très très hétérogènes au niveau de la granulométrie, au niveau de la taille. Donc c'est très typique. Et ces moraines vont finir par s'accumuler, se sédimenter dans le passé. Donc on va avoir des moraines fossiles. Et on est capable de les retrouver. Et donc, il y a entre 2,4 milliards et 2,2 milliards, on arrive à retrouver ces moraines fossiles de manière très ponctuelle. À l'époque, on ne sait pas très bien où les continents se trouvent, parce qu'on a très peu de témoignages. On ne peut pas reconstituer très bien la tectonique des plaques de l'époque. Mais par contre, des éléments montrent que les données paléomagnétiques liées à ces roches très, 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 très rares montrent qu'on se serait situé dans une zone relativement proche de l'équateur. Donc, normalement, dans une zone plutôt chaude. Donc, ce qui permettrait de dire, si on a des glaces, on a montré qu'il y a des moraines dans des zones proches de l'équateur, ça veut dire soit on est en altitude, dans des zones de haute montagne, mais c'est difficile de considérer qu'à l'époque, depuis cette époque, avec l'érosion, ces moraines auraient dû disparaître. Donc, on serait plutôt dans des zones proches du niveau de la mer. Donc, ce qui impliquerait qu'on a eu des glaciations relativement globales. Donc la Terre était une boule de glace. Donc c'est à l'origine on va dire, de la première grande glaciation type boule de glace. Mais c'est quand même encore très discuté parce que, il y a beaucoup quand même il y a un manque d'indices qui est vraiment assez flagrant à cette époque-là, même si on sait que la Terre probablement a connu des glaciations. Alors une des théories qui permet de comprendre pourquoi il y a une glaciation à l'époque-là, c'est qu'à cette époque déjà la puissance solaire était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, de l'ordre d'une quinzaine de % de moins. Et malgré tout, dans un monde où il y avait probablement plus de gaz à effet de serre, on pense que ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que une des théories qui précise les choses dit qu'à l'époque, on a eu une augmentation importante de la quantité de méthane dans l'atmosphère dans les centaines de millions d'années qui ont précédé la glaciation, liées au fait qu'on a des organismes unicellulaires qu'on appelle des archées méthanogènes, on produit beaucoup de méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Et à partir de 2,4 milliards, 2,3 milliards, on est dans une période qu'on appelle la grande oxydation, qui est due au fait qu'on a des organismes photosynthétiques qui vont produire ce qu'on appelle par exemple des cyanobactéries, qui vont produire une quantité importante, relativement plus importante qu'avant d'oxygène, et cet oxygène va oxyder le méthane et transformer le méthane en CO2. Et le CO2, c'est un gaz à effet de serre, globalement, à l'échelle du siècle, qui est 30 fois moins puissant que le méthane. Donc même si c'est un gaz à effet de serre, son effet de réchauffement est beaucoup moins marqué. Donc en fait, l'apparition de cette oxydation liée aux bactéries photosynthétiques va permettre de réduire la quantité de méthane dans l'atmosphère, et c'est une des théories qui permet de dire qu'on a eu un effet de serre beaucoup moins important à ce moment-là, et donc contemporain de la glaciation. Et comment on est sorti de cette glaciation ? Parce qu'on aurait pu penser que grâce à l'albédo de la glace prenant de plus en plus de place, on allait finalement être glacé jusqu'au fond des océans. Donc comment on sort d'une glaciation comme ça ? Oui, logiquement, ça c'est un paradoxe, parce que logiquement, on considère que si on englace complètement, normalement on n'en sort pas. C'est-à-dire on ne sort plus de la glaciation. Mais il y a quelque chose qui est important qui va jouer ensuite lors d'une deuxième grande glaciation boule de neige qui interviendra autour de 700 millions d'années. C'est le fait qu'on a une production volcanique qui est toujours active. Ouais. Et cette production volcanique elle va accumuler du CO2 qui n'est pas prise en charge par l'altération des minéraux, puisqu'on n'a pas de contact, puisque la Terre est en boule de glace. Donc en fait, on a du CO2 qui est capable de diffuser dans l'atmosphère sans pouvoir attaquer les minéraux des roches et extraire le CO2 dans l'atmosphère. Donc on n'a pas l'altération, on n'a pas de processus géochimique. Et donc en fait, on va avoir une accumulation du CO2 progressivement, qui va jouer son rôle de réchauffement. Et d'un seul coup, lorsque ce qu'on appelle par des effets de seuil, une quantité de CO2 suffisamment importante, on va avoir brutalement une dislocation une déglaciation brutale qui va entraîner la fin de cette période glaciaire. Brutal, ça reste sur des milliers d'années, j'imagine. C'est de l'ordre, oui, de plusieurs centaines de milliers, c'est à l'échelle du million d'années. Brutal au sens géologique. Voilà, brutal au sens géologique du terme.
Donc ça, c'était pour la période plutôt ancienne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les 500 derniers millions d'années? Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une glaciation boule de neige, type boule de neige, qui est beaucoup plus connue. C'est celle qu'on appelle, enfin, la glaciation, on va dire, cryogénienne, qui a eu lieu entre 730 et, on va dire, 600 millions d'années, et qui est beaucoup plus connue parce qu'on a des témoignages géologiques et géochimiques beaucoup plus importants. Puis ce sont des roches beaucoup plus récentes. Alors pareil, hein, c'est la dernière fois qu'on a une Terre boule de neige. Alors certains scientifiques ou paléoclimatologues disent que la Terre n'a pas été complètement englacée et que seule une partie de la zone intertropicale aurait été libre de glace, ce qui aurait permis d'obtenir une zone un peu refuge pour les organismes, voilà, avant une future explosion de la diversité. Alors pareil, au niveau de cette glaciation, un peu comme celle de la glaciation d'il y a 2,4 milliards, on sait qu'à l'époque, le Soleil est beaucoup moins actif qu'aujourd'hui, de l'ordre de 6 à 7%, et qu'on a la fragmentation d'un continent qui s'appelle la Rodinia, un grand continent qui existait il y a 800 millions d'années, qui commence à se disloquer en zone équatoriale, avec une production de basalte extrêmement intense, hein, sous la forme de rifting, ce qui fait que l'altération va jouer son rôle de manière extrêmement efficace, avec des quantités de pluie et précipitations qui vont altérer ces roches. Et donc, si on cumule les deux, enfin ça c'est de la théorie admise, hein, c'est-à-dire que si on cumule la diminution la faible puissance solaire de l'époque, plus l'altération extrêmement importante de ces masses basaltiques de plusieurs millions de kilomètres cubes, eh bien on arrive à faire baisser le taux de CO2 de l'atmosphère pour englacer même la zone proche des tropiques. Et ça c'est un peu différent par rapport aux glaciations actuelles, c'est que ces glaciations boule de neige, on pense qu'elles sont surtout liées, en plus de la diminution de l'énergie solaire, la constante solaire, à des positionnements des continents plutôt en zone tropicale, équatoriale. Ce qui est curieux parce que ce n'est pas du tout instinctif. Et on pense que les glaciations vont intervenir sur ces continents tropicaux en voie d'altération. Alors que les derniers 500 millions d'années, on va voir que les glaciations ont plutôt tendance à s'individualiser, à se créer au niveau des zones polaires. Donc c'est un peu différent. Ouais. Et donc il y a eu des éléments marquants. Tu as parlé de l'explosion cambrienne. Enfin, tu l'as nommé tu en as parlé sans la nommer. Et il y a aussi une période dont je voudrais parler, c'est sur le Carbonifère, pour faire le lien aujourd'hui avec les énergies fossiles. Qu'est-ce que tu peux nous dire de donc cette explosion de la vie, comment ça a influencé sur le climat? Alors là, oui, la période carbonifère, c'est très important, mais simplement avant, je voudrais revenir juste sur d'autres séquences de glaciation qui ont eu lieu. Okay. Donc en fait, on a 5 grandes périodes glaciaires sur Terre. On a celle du 2,4 milliards, celle de la glaciation sturtienne, enfin la glaciation cryogénienne autour de 700 millions d'années. Et puis il y en a 3 autres après. La troisième, c'est celle qui intervient, c'est une glaciation relativement, on va dire, restreinte, qui intervient il y a 440 millions d'années. Dans les continents du Gondwana, plutôt de l'hémisphère sud aujourd'hui. À l'époque, c'est la zone, si vous voulez, si tu veux, de l'Afrique du Nord. Okay. Et une partie de l'Amérique du Sud qui sont collées. Hein, L'Afrique est collée à l'Amérique du Sud à l'époque. Et cette zone continentale est située sur le pôle sud. Et on a le développement d'une grande calotte glaciaire autour de 440 millions d'années, donc qui a laissé des traces aujourd'hui, notamment dans le Sahara. On a des vallées glaciaires dans le Tassili, en Mauritanie, etc. Et cette période glaciaire est liée à une grande extinction. Une extinction qui est assez sensible, qui tue 70% des espèces. Mais à l'époque, tout est marin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèces globalement sur les continents. Donc on pense que probablement, on a eu, avec la baisse du niveau des mers, alors il y a 2 choses. Baisse du niveau des mers liée à la glaciation, puisque une grande partie de la glace est stockée sur les continents, qui fait que le niveau des mers baisse. Et à l'époque, les faunes marines sont essentiellement situées sur les plateaux continentaux, c'est-à-dire dans les zones de mer peu profondes. Et donc, probablement, on estime qu'on a eu une compétition très importante de ces espèces qui étaient contraintes à des environnements de plus en plus restreints. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus, lorsque le réchauffement a lieu, une vingtaine de millions d'années plus tard, hein, donc 440, 430, 425, à la fin de la glaciation, donc les calottes glaciaires fondent, réchauffement en général du climat, et donc dans des mers qui sont réchauffées, on a une très faible solubilisation de l'oxygène de l'atmosphère. Donc en fait, à cette époque-là, on se rend compte qu'on a des inondations généralisées dans le monde, une augmentation du niveau de la mer, une transgression
qui s'accompagne de faciès anoxiques, c'est-à-dire de roches extrêmement noires, qui indiquent qu'on a très très peu d'oxydation des éléments carbone ou du fer dans l'océan. Ça veut dire qu'on est dans une zone, dans des conditions où la mer monte, et une mer complètement privée d'oxygène. Et cette remontée, cette transgression sans oxygène a probablement aussi fini par faire disparaître une quantité importante aussi de faune marine. D'accord. Donc en fait, on voit que tout est lié en fait. On peut avoir quand même une extinction liée à une phase de glaciation. Donc le climat se réchauffe après. La période dévonienne, enfin le dévonien, c'est ce qui suit cette période-là. C'est une période Sylvérien-dévonien, c'est une période relativement plus chaude. Et on retrouve une glaciation majeure, mais pas universelle, pas globale, au Carbonifère et au début du Permien, c'est-à-dire entre 340 et 280 millions d'années. Et là, on explique cette glaciation par... on commence à avoir des modèles relativement sympas, relativement explicites. Première chose, on a un supercontinent qui s'appelle la Pangée. Et une partie de la Pangée se positionne dans le sud, dans l'hémisphère sud, au niveau du pôle. Donc c'est, on va dire, une partie de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, d'Australie, une partie de l'Antarctique actuelle qui sont reliées sous forme d'une grande masse continentale qu'on appelle le Gondwana, qui se positionne dans le sud. Donc ça va permettre le stockage de quantités de neige et de refroidir le climat. Alors ensuite, on a la formation de la grande chaîne de montagnes qui s'appelle la chaîne varisco-hercynienne dans les zones tropicales. Donc en Europe, jusqu'en Amérique du Nord avec les Appalaches, qui vont faire qu'on a une altération très importante du relief dans des conditions tropicales qui vont être à l'origine d'un puissant puits de carbone, de CO2 atmosphérique. Et à ce moment-là, en plus, on a le développement des premières grandes forêts de prairies géantes, ce qu'on appelle les pyridophytes, pyridospermaphytes, qui sont des espèces de grandes fougères arborescentes, et qui développent des forêts tropicales un peu particulières à l'époque, donc qui vont provoquer la formation de quantités phénoménales d'oxygène, qui vont introduire de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc on sait qu'on a un pic d'oxygène à ce moment-là, qui est lié aussi au fait que ces forêts tropicales, dans des vallées liées aux montagnes hercyniennes, vont se faire enfouir après leur mort. Donc les vestiges végétaux vont être enfouis, donc fabriquer les grands bassins sédimentaires houillés qu'on a aujourd'hui, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Et le fait qu'on stocke en profondeur le carbone, comme on l'a dit au début, notre discussion, là, en fait, on n'a plus d'altération, plus d'oxydation de ce carbone organique. Ouais. Donc, à cette époque-là, on a de l'enfouissement de matière organique, on a une production d'oxygène qui n'oxyde pas le carbone, donc cet oxygène va rester dans l'atmosphère, donc pas de formation de CO2, plus formation des grandes chaînes de montagnes hercyniennes, plus position des continents au pôle sud, et là, on a une phase glaciaire majeure, quoi. Et j'ai entendu que c'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'organismes vivants pour décomposer certaines molécules des fougères, qui fait que les fougères sont restées comme ça intactes et enfouies. Alors, quand même, à l'époque, on a des... Enfin, ça, je me prononcerai pas trop par rapport à cette hypothèse, parce qu'on a quand même des formations de sol à l'époque qui sont déjà présents. On a des insectes, on a des champignons, on a des insectes, des bactéries. Donc, faudrait voir plus dans le détail cette histoire d'absence de décomposition. Donc la période du dernier million d'années appartient au Quaternaire. Et à partir de là, on commence à avoir plus de données, notamment grâce aux carottes glaciaires. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette période ? Alors, avant de faire le grand saut, parce qu'en passant de 300 millions à 1 million, la période, ça fait très rapide, ouais. Ce qui se passe, c'est que après la période glaciaire du Carbonifère Permien, on a un réchauffement marqué du climat de la Terre au Trias, au début de l'ère secondaire. Et globalement, même si on a des variations avec des rafraîchissements un peu plus... parfois un peu marqués, dans cette période d'ère secondaire, on a globalement un climat qui est beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, avec un taux de CO2 qui est plus important, au moins 4 ou 5 fois plus important qu'aujourd'hui, et qui va s'accompagner d'une Terre qui va être complètement déglacée. Donc à l'origine, enfin c'est à l'origine, c'est à la période où les dinosaures, les premiers mammifères dominent. Et c'est une Terre qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, avec notamment des conditions
tempérées subtropicales jusque dans les zones polaires. Donc on parlait tout à l'heure de forêts dans les zones antarctiques, sur le continent antarctique, au Groenland. Donc on a ces périodes extrêmement chaudes. On estime que la température de la Terre est une dizaine de degrés plus importante qu'aujourd'hui, avec des océans qui peuvent parfois être plus hauts de 200 mètres. Donc c'est énorme. Donc on a en plus une Terre relativement plate, au sens pas Terre plate. Oula, ça dérape. Mais une Terre qui n'est pas sur laquelle il y a relativement peu de formation de relief. D'accord. C'est-à-dire que les grandes chaînes de montagnes, les chaînes hercyniennes, elles se sont fait éroder. On a la formation un peu à l'ouest de l'Amérique du Nord, des cordillères, des chaînes de cordillères qui donneront plus tard les montagnes rocheuses, etc. Mais globalement, la Terre connaît une activité géologique relativement peu structurante au niveau des formations des chaînes de montagnes. On est plutôt en perte de formation de rifting. Et à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est le rifting ne veut pas être accompagné d'une baisse du CO2. C'est-à-dire qu'on est dans une période où la Terre étant peu riche en relief, on n'a pas d'altération de montagne. Et donc, on est dans ce climat relativement chaud, avec des continents qui sont relativement peu placés dans les zones polaires, avec des flux de transfert d'eau chaude des tropiques vers les pôles qui sont relativement faciles, d'après la disposition des continents. Et quand il fait chaud, je crois que l'océan relargue aussi pas mal de CO2. Donc, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Comment, à ce moment-là, on n'est pas arrivé vers une terre invivable, trop chaude, sans eau? Comment ça n'a pas... qu'est-ce qui a régulé pour que finalement ça ne parte pas en cacahuète C'est vrai qu'il y a une autorégulation qui permet à la Terre de ne pas connaître des emballements incroyables. Alors, on l'a vu pour la glaciation grâce au volcanisme, et là, à l'inverse. Alors donc, le taux de CO2 dans l'atmosphère est lié à des équilibres biogéochimiques entre l'atmosphère, les gaz, la géochimie, la géologie, la biologie, etc. Mais on sait qu'en l'air secondaire, on a une production biologique extrêmement massive, avec la production de plancton, une masse volumique, enfin pas une masse volumique, mais un volume biologique d'organismes planctoniques marins qui profitent en fait de ce taux de CO2 pour fabriquer leurs petites coquilles, etc. Et on a un enfouissement important. Par exemple, on a les principaux champs pétrolifères qu'on trouve aujourd'hui sont liés à cette production de masse de plancton, d'organismes à l'air secondaire. D'accord. C'est littéralement des dinosaures que l'on met dans nos voitures ou... En fait, c'est plutôt des organismes plus petits, planctoniques ou bien des algues, etc. Mais c'est lié à cette période-là. Donc, à la fois, on a quand même une production biologique qui stocke une partie du carbone et qui s'enfouit. Donc, ça explique pourquoi on n'a pas ça expliquerait pourquoi on n'a pas d'emballement massif de la température, même si on a un taux de CO2 beaucoup plus important qu'aujourd'hui, puisqu'on a moins d'altérations liées au relief. Donc, on arrive comme ça à un équilibre de haut grade, si tu veux, on va dire, avec un taux de CO2 relativement haut, mais qui ne rentre pas dans un processus vénusien de chauffage extrême, quoi. Et là, on était à combien de degrés globalement ? Là, on estime qu'on est à peu près à une dizaine de degrés supérieur à la température actuelle. 25 degrés. Mais c'est entre 5 et 15 degrés. Enfin bon, c'est les ordres de grandeur. Une dizaine de degrés, c'est... Mais surtout avec des zones polaires qui sont beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. Autant les zones tropicales, globalement, même sont envisagées plus chaudes que celles actuelles, ce sont les zones polaires, notamment au niveau de l'Arctique, qui là possèdent un réchauffement par rapport à l'actuel, enfin une amplitude par rapport à l'actuel beaucoup plus marquée. On est dans des zones de conditions tempérées chaudes. L'océan glacial arctique, à l'époque, il n'est pas du tout glacial. Il est à des températures au moins bretonnes. D'accord. Donc, on est largement au-dessus du point de congélation. Mais là, ce que je dis, c'est à l'échelle globale au niveau de cette période-là, parce que dans le détail, on a des modifications qui sont mises en évidence par les stades isotopiques. D'accord. On a des variations plus fines quand même. Est-ce tu veux aborder le quaternaire ? Est-ce qu'il reste quelque chose avant à aborder ? Le tertiaire. D'accord. Disons qu'avant, après cette période chaude, on a un pic de maximum thermique qu'on appelle
le pic thermique du Paléocène autour de 55 millions d'années, où là, vraiment, on a une période avec un relargage massif de gaz à effet de serre qui a réchauffé l'atmosphère de manière extrêmement brutale on estime en quelques siècles. Et là, comme on commence à se rapprocher de l'époque actuelle, on a quand même des indications beaucoup plus précises. Donc, ce pic thermique, alors là, il serait lié... Alors, ça, c'est une... Révérifier, parce qu'évidemment, on a plusieurs manières d'expliquer les choses, mais qui serait probablement lié à l'ouverture de l'Atlantique Nord et le fait qu'en phase de rifting dans l'Atlantique Nord, dans des contextes où le climat chaud a permis la sédimentation de matière organique importante, avec la production biologique importante, eh bien, on pense que ce rifting dans l'Atlantique Nord va s'accompagner d'une combustion, d'une oxydation de cette matière organique qui va relarguer dans l'atmosphère des quantités très importantes de méthane et de CO2. Donc, ce serait probablement lié à ce pic tropical, massif du climat mondial. Et après, alors, plus tard, on va commencer à avoir un refroidissement très progressif, des phases de refroidissement successifs, progressifs, qui, à partir d'une quarantaine de millions d'années, qui vont être à l'origine des glaciations plus récentes et qui sont liées au fait que, je l'ai dit au début, qu'à la fois, donc, on a la formation de la chaîne himalayenne qui se produit, la surélévation de l'Himalaya, du plateau tibétain. Donc, altération de voilà, CO2. dans des conditions tropicales, avec altération liée à la mousson de l'époque, avec des milliards de tonnes de CO2 qui vont être purgées de l'atmosphère. On a également la position plus comment dire, plus pas brutale, mais plus claire de l'Antarctique, du continent antarctique en position polaire sud, et qui se libère de ses attaches vis-à-vis des zones de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que le détroit de Drake se forme, donc il n'y a plus de lien entre le sud de l'Amérique du Sud et la péninsule qui se relie à la péninsule antarctique. Donc en fait, à partir de ce moment-là, l'Antarctique se refroidit, commence à se couvrir de glace, notamment dans sa partie est, et la mise en place des courants circumpolaires autour de l'Antarctique, qui l'isole de l'Amérique du Sud, et l'influence des eaux chaudes, vont faire qu'on commence à entraîner la formation d'une nouvelle dynamique océanique qui sera l'origine de la circulation de type glaciaire. Donc cette période glaciaire se caractérise par en fait des calottes de glace, c'est ça ? Les calottes glaciaires se caractérisent par des calottes de glace qui se mettent en place sur les zones nord et sud. Donc là, c'est le début avec celle antarctique avant celle d'Arctique. Voilà, l'Antarctique précède, l'englacement de l'Arctique précède largement l'Arctique. En fait, l'Antarctique, c'est le moteur principal de l'englacement, enfin c'est le phénomène le plus important, mais ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, le refroidissement de l'hémisphère nord et l'englacement du Groenland va intervenir avec une amplification nordique qui est liée au fait que l'hémisphère nord est une hémisphère qui est continentale. Alors que l'Antarctique est relativement récent, c'est-à-dire que si on englace l'Antarctique, on peut faire de la banquise en hiver, etc. On peut étendre un peu la glace sur l'océan, mais on n'a pas de possibilité de couvrir de manière beaucoup plus importante les continents de l'hémisphère sud en glace. Et donc, finalement, l'albédo de l'hémisphère sud va relativement rester homogène. Une fois que l'Antarctique est englacé, ça y est, on a du mal à faire progresser la glace dans les zones plus nord. Par contre, à la différence de l'hémisphère nord, qui est un hémisphère essentiellement continental, une fois qu'on commence à englacer, les glaces peuvent s'étendre de manière beaucoup plus importante sur les zones canadiennes, eurasiennes. Ouais. Et donc là, on peut faire baisser l'albédo augmenter l'albédo de manière plus importante. L'albédo, c'est la quantité d'énergie réfléchie par rapport à la quantité d'énergie reçue. Donc plus cette énergie reçue, plus l'énergie réfléchie est importante, plus il y a une perte d'énergie renvoyée vers l'espace. Et donc en période de glaciation, c'est ce qui se passe. Donc on a un englacement qui est plus facile, avec une extension des glaces beaucoup plus facile dans les zones nord que sud, même si l'Antarctique est à l'origine en fait, du refroidissement quelque part, c'est le nord qui va contrôler les amplifications. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va avoir la mise en place, à partir de 3 millions d'années, pour simplifier, de grandes calottes glaciaires sur donc le Groenland d'abord, puis ensuite sur la Scandinavie, le nord de l'Europe, et puis également l'immense calotte glaciaire sur l'Amérique du Nord. Donc c'est dans le Quaternaire
que commencent ces variations entre période glaciaire et période interglaciaire. Et donc, ça commence même avant, D'accord. puisque l'Antarctique commence à s'englacer quelques dizaines de millions d'années avant. Donc là, on est dans l'ère tertiaire. Et c'est à la fin du Pliocène, qu'on appelle la période du Pliocène, qu'on commence à englacer le Groenland. Alors, il va y avoir des phases de recul et d'avancée. C'est pas progressif, c'est jamais progressif. On va donc autour de 2,8 milliards, peu après 3 millions d'années. Et là, on est encore officiellement à la fin de l'ère tertiaire. L'ère quaternaire commence il y a 2,6 millions, 1000 ans à peu près. D'accord. Et donc, ce quaternaire, ce Pléistocène, il est caractérisé donc par ces grands cycles, période interglaciaire, glaciaire. Et donc, si j'ai bien compris, pendant une période interglaciaire, et la différence avec une période glaciaire, c'est surtout la calotte du pôle Nord donc, qui varie, quoi. Dans le sud, elle est plus ou moins... Oui, les grandes variations sont liées à l'instabilité, enfin, aux variations d'amplitude des calottes du Nord. Ouais. Et donc, le paroxysme de la dernière période glaciaire, c'était il y a 21 000 ans. Est-ce que tu peux nous dire à quoi le monde ressemblait alors ? Alors, il y a 21 000 ans, c'était le dernier grand maximum glaciaire, mais sachant qu'on y a eu un autre il y a 140 000 ans, 130 000 ans à peu près. Oui, parce que les cycles durent à peu près 100 000 ans. À peu près depuis, on va dire, 400 000 ans, c'est l'ordre de 100 000 ans. On a d'ailleurs on a toujours un petit peu de mal à les comprendre au niveau de la régularité, savoir d'où viennent cette régularité, même si on sait que c'est lié au paramètre du Milankovitch. Donc le dernier grand maximum glaciaire a eu lieu autour de 20 000 ans dans le passé. Et c'est un monde où la Terre possède une température inférieure à l'actuelle d'environ, en global, de 6 degrés, 6-7 degrés. Et donc, avec un refroidissement très très marqué dans les zones de haute latitude, là où notamment il y a les calottes glaciaires en Scandinavie, ce qu'on appelle la calotte phénoscandienne. Et puis, en Amérique du Nord, on a la grande calotte canadienne sur le Canada et le nord de l'Amérique du Nord. Et on a un niveau des mers qui est 120 mètres plus bas. Donc vraiment, l'hémisphère nord, notamment dans les zones nord, est beaucoup plus froid que l'actuel. Même si globalement, les zones équatoriales sont un petit peu refroidies, mais pas tellement. C'est peut-être de l'ordre du degré. D'accord. Par contre, les zones nord, c'est plusieurs degrés largement plus bas qu'aujourd'hui. Mais en gros, c'est entre 5 et 7 degrés de moins. Donc un monde beaucoup plus sec. Un monde avec des océans beaucoup plus bas, puisqu'une grande partie de la glace est stockée, de l'océan est stockée dans les glaces continentales. Un climat plus sec, beaucoup plus sec qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'un climat plus froid, c'est un climat qui stocke beaucoup moins de vapeur d'eau dans son atmosphère. Donc la quantité absolue de vapeur d'eau de l'atmosphère est beaucoup plus faible que l'actuelle. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des grandes tempêtes de poussière qui sont véhiculées par cet air sec et froid, notamment l'air froid qui vient des calottes glaciaires, qui déboule par effet de densité vers les plaines. Donc ça va arracher des fragments de minéraux qui vont apporter des dépôts sédimentaires, par exemple, qu'on appelle le leuce. On est en Europe dans une zone de steppe à mammouth, donc il n'y a pas de forêt. Quelques forêts froides sont restreintes au sud de la France, mais globalement, on a des steppes à graminées. Des pingouins à Marseille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des pingouins à Marseille, ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Donc un monde qui est complètement différent de l'actuel. Et pourtant, c'était à 6-7 degrés de différence. Et aujourd'hui, on projette des scénarios climatiques à plus 5 degrés. Dans les scénarios, on va dire, les plus pessimistes. Oui, plus pessimistes. Bon, les plus pessimistes, mais qui ne sont pas complètement inenvisageables, même si normalement, on n'est pas dans cette optique aussi extrême. Mais oui, en effet, ça veut dire que 5 à 6 degrés de moins il y a 20 000 ans, faut envisager dans les scénarios extrêmes une augmentation équivalente de 5 à 6 degrés dans les 100 prochaines années, dans les 80 prochaines années. Même si on est globalement plutôt dans un cycle de réchauffement plutôt à l'échelle globale autour de 3 degrés. Mais bon, sans avoir les surprises, parce qu'on a dit...
Oui, il y a des boucles de rétroaction, tout n'est pas clair. Mais je veux dire, ça donne un peu une notion de... tu disais tout à l'heure, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. On pouvait traverser la Manche à pied. La Manche, c'était une rivière. C'était le fleuve Manche. C'était un fleuve. Et donc, ça donne un peu une envergure des changements. Ça sert aussi à ça, d'étudier des climats du passé. Finalement, ça aide à se projeter un peu dans les climats du futur. Mais ce qui est certain, c'est qu'une évolution de 5 degrés en un siècle ne permettra pas d'avoir un changement de paysage aussi marqué qu'entre il y a 20 000 ans aujourd'hui. Alors qu'il y a eu aussi 5 degrés. Parce qu'en fait, la nature n'aura pas le temps de s'habituer. C'est-à-dire que pour avoir un nouvel équilibre, il y a des nouveaux environnements de paysage, il faudra attendre un certain temps avant d'aboutir à une mise en place à l'équilibre de paysages qui seront en équilibre avec l'augmentation de température. C'est-à-dire que c'est pas dans 80 ans qu'on aura une modification drastique. On arrivera au bout de l'évolution du paysage lié à une augmentation de température de 5 ans. Il faudra attendre des siècles encore, puisque la nature n'aura pas le temps de s'adapter. Oui, tout comme les calottes ne fondront pas aussi rapidement, ça prendra des milliers d'années, que l'océan ne se réchauffera pas aussi rapidement, etc. Là, on est dans une inertie qui est vachement plus importante que le pur réchauffement de l'atmosphère, et là, c'est quelque chose qui interviendra sur les siècles et les millénaires. De toute façon, c'est engagé, et ça ne finira pas avant... les échelles de temps envisagées, c'est plusieurs milliers d'années, quoi. Centaines ou milliers d'années. Il y a une idée qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est que le CO2 participe à réchauffer la planète. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il réchauffe la planète. Mais lors du quaternaire notamment, c'est surtout la température qui a augmenté, puis le CO2 qui a augmenté. Et ce qui fait d'ailleurs un argument qui est prisé par les climato-sceptiques, qui disent, regardez, vous dites que c'est le CO2 qui fait que la planète se réchauffe aujourd'hui, alors qu'on voit sur les relevés des carottes glaciaires que c'est la température qui réchauffe, puis le CO2 qui augmente à quelques 600 ans, 800 ans plus tard. Oui, c'est ça. Est-ce que tu me l'expliquais pourquoi ça paraît contre-intuitif ? Ça, c'était un événement c'était un élément qui a été prouvé il y a une vingtaine d'années grâce à la précision des datations au niveau des carottes glaciaires. On a pu montrer qu'en effet, c'est la température qui variait avant l'augmentation ou la baisse de température. Donc ça veut dire que soit la température monte d'abord, et après le CO2 suit. Mais comme le CO2 suit, en montant, il va réintervenir, donc il va y avoir une boucle de rétroaction positive sur la température. Donc en fait, on a deux phénomènes un peu cumulatifs. Mais c'est logique quelque part, puisqu'on sait que dans le passé, les variations glaciaires interglaciaires, les stades glaciaires interglaciaires sont liés aux variations de paramètres du Milankovitch. Donc en fait, les variations de température qui sont indiquées grâce aux thermomètres géochimiques présents dans la glace, les isotopes de l'hydrogène ou de l'oxygène, mettent en évidence en fait une variation de l'énergie solaire reçue, liée à la balade de la Terre au niveau de son orbite par rapport aux variations astronomiques. Et donc ça montre que puisqu'il y a une variation de la quantité d'énergie reçue, il va y avoir donc des rétroactions sur la température. Et comme la température change, les cycles géobiochimiques, la possibilité de solubiliser ce CO2 dans l'océan va changer. Donc en fait, on va avoir un relargage ou une absorption liée à ces variations de température dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment les paramètres naturels qui changent, qui font que la température change, qui font que le CO2 change. Mais comme le CO2 change, forcément, il y a un effet d'amplification avec une rétroaction qui rajoute au changement. Donc si le CO2 monte, ça refait changer la température. Et ces rétroactions positives expliquent pourquoi on va avoir... ces rétroactions, en fait, expliquent une bonne partie également des variations entre ces stades glaciaires et interglaciaires. Parce qu'il y aurait seulement la variabilité liée à l'astronomie, ça n'expliquerait pas l'amplitude des variations de température. Donc il faut absolument qu'il y ait des rétroactions avec un relargage, etc. Il y a un autre argument climato-sceptique qui tourne pas mal, c'est le fait que dans le passé, on a eu des taux de CO2 bien plus élevés qu'aujourd'hui, pour des températures qui n'étaient pas absolument suffocantes. Et c'était notamment dû au fait que l'activité solaire était plus basse. C'est ça ? Voilà, en fait, depuis la formation de la Terre, on a deux phénomènes contradictoires qui permettent de garder sur Terre des variations relativement
on va dire pas faibles, mais relativement acceptables. Ouais. C'est-à-dire qu'au Qui début, permettent le vivant, quoi. voilà, c'est ça, avec une Terre qui n'est pas gelée en permanence, ou pas hyper chaude en permanence. C'est d'une part, donc, l'activité solaire, la puissance irradiée par le Soleil depuis 4 milliards d'années était beaucoup plus faible dans le passé qu'aujourd'hui. Mais en même temps, à l'époque, on avait un taux de CO2 plus important en moyenne. Donc même avec un taux de CO2, on peut expliquer par le fait qu'on ait 5, 6, 10% d'irradiance solaire en moins, qu'on puisse avoir une température qui n'explose pas. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une période où globalement, à l'échelle géologique, on est dans une période de très très faible quantité de CO2 atmosphérique par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, notamment dans les 2 premières années. Mais en même temps, on a un soleil qui est plus fort, qui est plus énergétique, enfin qui produit plus d'énergie. Donc quelque part, les courbes se croisent un peu dans l'autre sens, avec quand même un équilibre qui s'obtient. Ouais. Mais on est à peu près sûr aujourd'hui qu'une glaciation type boule de neige ne pourra plus se reproduire aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc en fait, les caractéristiques des dernières glaciations, c'est vraiment des englacements importants des zones nord, polaires ou au sud. Mais on pense que le fait d'avoir des glaciations universelles, homogènes, globales, c'est plus possible aujourd'hui parce que le soleil est beaucoup trop puissant. Pour parachever notre voyage, il nous reste à parler de l'Holocène, donc cette période qui a débuté il y a 12 000 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce qui la caractérise ? Alors déjà, il y a peut-être un truc sur lequel il faut revenir par rapport à tout à l'heure, quand on a dit que dans le passé, d'un point de vue naturel, pour expliquer les stades glaciaires interglaciaires, depuis, on va dire, 2 millions d'années, il faut faire intervenir donc les paramètres orbitaux qui modifient la quantité d'énergie reçue, qui permettent d'influer sur la température, etc., et d'avoir un taux de gaz à effet de serre plus ou moins élevé. Donc ça, on sait que c'est des paramètres naturels qui fluctuent. Donc l'argument des sceptiques, c'est dire, ben voilà, dans le passé, on a eu c'est la température qui précède. Oui, mais la température précède le taux de CO2 parce qu'on a des variations naturelles qui, etc., etc. Ouais. Là, ce qui se passe depuis ces dernières décennies, 150 ans, c'est qu'il y a les paramètres de Milankovitch n'interviennent pas du tout puisqu'ils agissent simplement sur le moyen long terme, à l'échelle de 10 000, 100 000 ans. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est globalement les facteurs naturels qu'on observe sont relativement stables et ne permettent pas d'expliquer quand la température monte. Donc ça veut dire que si la température monte aujourd'hui, on a les preuves absolues. C'est parce que c'est l'homme qui implique forcément dans l'atmosphère un dégazage plus important du CO2 lié aux activités. Donc en fait, tout à l'heure, on avait 2 boucles successives, c'est les paramètres orbitaux changent, donc ça fait changer l'énergie, donc ça fait changer la température, donc ça fait changer le CO2, donc ça fait changer en retour la température. Aujourd'hui, toute la première partie n'existe pas. Les paramètres naturels n'existent pas. Donc c'est simplement le forçage lié à l'action de l'homme qui modifie la température sans avoir à expliquer les variations naturelles, puisqu'il n'y a pas de variation naturelle envisageable aujourd'hui. Et donc depuis l'Holocène. donc depuis l'Holocène, donc ça veut dire qu'entre 20 000 ans et on va dire 12 000 ans à peu près, on a une augmentation de la température de l'ordre de 5 à 6 degrés à l'échelle globale. Et depuis 12 000 ans, on est dans une période de stabilité du climat. Alors ça nous paraît long à notre échelle, mais à l'échelle géologique, ça correspond tout à fait à un stade interglaciaire. Par exemple, il y a 120 000 ans, on a une période comme ça de 15 000 ans où le climat est relativement stable avant le refroidissement qui a amené au maximum de glace de 20 000 ans. Et donc, depuis 12 000 ans, on a globalement sur Terre des variations de température de l'ordre du degré, pas plus, du demi-degré à degré, relativement stable. Ouais. Et c'est ça qui a permis, donc, c'est l'argument qui permet d'expliquer pourquoi les sociétés humaines, depuis cette période-là, l'Holocène, 12 000 ans, c'est le début du néolithique. Et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi on a pu avoir un développement des sociétés humaines axé sur l'invention de l'agriculture, l'élevage, la sédentarisation, etc., etc. Donc c'est une période où on pouvait envisager sur le long terme, par exemple, le stockage de richesses. Il y a la production, envisager chaque année quelque chose de relativement stable qui permet d'imaginer qu'on puisse récolter, faire vivre des troupeaux, etc., accumuler ça, aller stocker ça dans des zones de regroupement urbain, etc. On aurait eu des variations beaucoup plus rapides. On s'en rend compte aujourd'hui avec la moindre période humide qu'on a eu cet hiver, avec les problèmes liés à la production agricole, par exemple. On aurait eu une variabilité beaucoup plus importante.
moins probable que le stade de développement humain aurait pu atteindre ce qu'il est aujourd'hui, quoi. On s'approche de la conclusion. Concrètement, quelles leçons on peut tirer des climats du passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et les climats du futur ? Alors déjà, comprendre les climats du passé, c'est extraire les paramètres naturels et montrer leur importance au niveau de ces variations. C'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé autrefois, c'est d'extirper tous ces phénomènes naturels qui expliquent ces variations à toutes les échelles de temps, géologiques, astronomiques, etc., ou océaniques, etc. Donc, si on comprend déjà comment fonctionne le climat du passé, on peut essayer de comprendre si aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau du changement climatique est lié à des variations naturelles. Et la réponse est non, parce qu'on n'a pas mis en évidence jusqu'à aujourd'hui des facteurs suffisamment rapides, suffisamment universels qui permettent d'expliquer le réchauffement extrêmement important qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Donc les cycles, c'est sur des temps moyens longs, donc ça ne peut pas être les cycles de Milankovitch. Et ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des cycles courts de refroidissement, parce qu'on a eu des refroidissements brutaux, des réchauffements brutaux, mais on est capable de les relier à des phénomènes naturels. Aujourd'hui, on sait que le réchauffement du climat est corrélé à une augmentation du CO2 atmosphérique et des gaz à effet de serre, méthane, CO2, protoxyde d'azote extrêmement important. Mais on n'a pas de modèle physico-chimique naturel hors de l'action de l'homme qui permet d'expliquer cette augmentation de gaz à effet de serre. Et cette augmentation de gaz à effet de serre introduit l'augmentation de température et le changement du cycle hydrologique. Et on a des preuves assez directes, parce que ce qu'on observe aujourd'hui au niveau des gaz à effet de serre, notamment du CO2 émis dans l'atmosphère, ce sont des gaz qui contiennent des isotopes, notamment le carbone, des isotopes de moins en moins riches en carbone 14. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'atmosphère, on a de moins en moins de carbone radioactif. Le carbone 14, c'est le carbone isotopique radioactif. Qui se détruit globalement au bout de 50 000 ans, on n'en a plus dans l'atmosphère. Ça veut dire que si on a une dilution du carbone 14 dans l'atmosphère, ça veut dire que le carbone qu'on envoie avec les gaz à effet de serre, c'est un gaz fossile, qui a déjà perdu depuis longtemps. Parce qu'il n'y a plus de carbone 14. Parce que on a une désintégration du carbone 14 et on n'a plus de carbone 14. Donc on observe une dilution comme ça au niveau du carbone atmosphérique. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on a un enrichissement par contre, pas une dilution, pas une diminution, mais un enrichissement du carbone 12 dans l'atmosphère. Donc le CO2 contient plus de carbone 12 en quantité par rapport à la moyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le carbone 12, c'est le carbone qui est synthétisé par la production biologique. Production vivante, etc., végétale ou animale. Parce que le carbone 12, c'est un carbone relativement léger qui participe à des réactions beaucoup plus rapides au niveau de la synthèse organique. Et en fait, on a à la fois donc, plus de carbone 12 et moins de carbone 14. Donc ça veut dire qu'on a du carbone 12 qui est lié à l'activité biologique, qu'on trouve dans l'atmosphère, mais à la fois, c'est une activité biologique qui est ancienne. Donc c'est du fossile. Donc si c'est du fossile, c'est forcément parce qu'on a émis dans l'atmosphère du carbone fossile. Ce n'est pas du carbone de volcan. Alors ça peut être fossile, le carbone de volcan, mais la composition isotopique n'a rien à voir, est beaucoup moins riche en carbone 12. Et on sait en plus que la quantité de carbone émise par les volcans, de CO2, c'est de l'ordre de 400 millions de tonnes. Alors que nous, on a 40 milliards de tonnes par an en plus dans l'atmosphère. Une quarantaine de milliards de tonnes de CO2. Donc ça veut dire que forcément, si c'est du carbone fossile et biologique, ça ne peut être que du carbone brûlé par l'action de l'homme au niveau des ressources fossiles. Oui, mais le climat a toujours changé, on l'a vu, donc on s'est toujours adapté. C'est un des derniers arguments climato-sceptiques dont je voudrais parler. L'humanité, non, c'est pas toujours adapté, puisque l'humanité néolithique, elle date de 12 000 ans. Alors avant, évidemment, il y avait des populations humaines sur Terre, mais faut savoir que il y a 20 000 ans, en grande période froide, au moment du maximum glaciaire, les populations de Cro-Magnon en Europe, c'était pas grand-chose. Donc on vivait, on survivait, on pouvait se réfugier, on migrait dans les zones les plus sud, mais c'était quelques centaines ou dizaines ou de centaines de tribus, d'individus par tribu. On n'est pas dans un cadre où on a 8 milliards de personnes à gérer, dans un cadre d'un changement massif.
L'autre argument qu'on sort aussi, c'est bon, comme la Terre elle a toujours vu sa température changer, bah voilà, il a fait plus chaud dans le passé. Ok, mais encore une fois, on n'avait pas un problème lié aux sociétés économiques, démographiques actuelles. On n'avait pas un problème de production de ressources, enfin de production agricole, le problème de ressources. Et puis un monde où il fait 10 degrés plus chaud, c'est un monde à terme où toutes les calories glaciaires fondent, et on est dans un monde où le niveau des mers est 80 ou 100 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que 80-100 mètres plus haut qu'aujourd'hui, ça veut dire que toutes les capitales mondiales disparaissent sous l'eau, la plupart des capitales mondiales. Donc on a 5 milliards de personnes sur les 8 de grandeur à gérer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on s'attend sur le long terme, si on fait fondre toutes les calories glaciaires, à voir les capitales, les grands centres urbains disparaître sous l'eau. Alors ça, c'est dans le cas où tout fonde. C'est pas encore... rien n'est sûr. Ça dépend de ce qu'on fera, nous, de ce réchauffement-là. Oui. Mais au bout d'un moment, il y a un effet de seuil qui fait que ça arrivera. Qu'on le veuille ou non, ça arrivera. Si on n'arrive pas à limiter ce réchauffement. En tout cas, je pense que grâce à cette vidéo, tu seras en contact indirect avec des climato-sceptiques parce qu'il y en a beaucoup dans mes commentaires. Donc, on verra si ça aidera la conversation ou pas. En tout cas, je te remercie, Arnaud Lemestre, pour nous avoir expliqué tout ça. Merci, Florian.